Bonsoir. On va parler avec vous des carburants, vaste sujet, on ne parle que de ça, évidemment, dans les familles. Le général Patrick Dutart, général de l'armée de l'air. Bonsoir général. Jean-Michel Salvatore, spécialiste économique. On va d'abord s'intéresser à ces nouvelles menaces iraniennes, je vous le disais, qui veulent désormais, les Iraniens, bloquer le trafic maritime en mer Rouge. Donc c'est un autre détroit. On parle beaucoup d'Ormuz, mais il y a le détroit de Bab el-Mandeb, qui est près du Yémen, et donc des Houthis du Yémen. Alors là, si ce blocus rentrait évidemment en vigueur, ça poserait un vrai problème d'approvisionnement. C'est le pétrole saoudien qui passe par là et 30% des importations du pétrole européen. Les précisions de Julia Ferrante. C'est une nouvelle route maritime que menacent de bloquer les Iraniens. Par le détroit de Bab el-Mandeb, c'est la mer Rouge qui est dans le viseur de l'armée iranienne. Si les États-Unis poursuivent leur blocus dans le détroit d'Ormuz, selon un communiqué des forces armées lu à la télévision iranienne. Si le blocus maritime imposé à l'Iran se poursuivait, aucune importation ni exportation ne serait autorisée via le golfe Persique, la mer d'Oman ou la mer Rouge. L'Iran ne borde pas la mer Rouge, mais peut compter sur ses alliés au Yémen, les rebelles Houthis, présents sur une longue partie du littoral yéménite qui longe ce détroit. Ces derniers ont déjà revendiqué des attaques sur Israël depuis le début de la guerre. Situé entre le Yémen et Djibouti, le détroit de Bab el-Mandeb est un passage maritime incontournable. Il relie l'Asie à l'Europe par le golfe d'Aden à la mer Rouge, puis le canal de Suez qui mène ensuite à la mer Méditerranée. Par ce détroit transitent principalement du pétrole et du gaz du Moyen-Orient, mais aussi des appareils électroniques, des voitures et des matières premières en provenance de l'Asie. Général Dutart, on voit bien que ça, c'est la réponse des Iraniens au blocus maritime imposé par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Ils nous disent, vous bloquez Ormuz, nous, on va bloquer ce détroit-là, évidemment. Oui, c'est pas si facile que ça quand même, parce que c'est pas les Iraniens, ce seront les Houthis. Les Houthis ont beaucoup moins de ressources qu'ils n'avaient à une époque, parce que le trafic, justement, en mer d'Oman, il est quasiment terminé, en tout cas entre l'Iran et le Yémen. Il suffit qu'il coule un tanker et c'est un drame. Oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de tankers en ce moment qui partent. Pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués dans le détroit d'Ormuz? Donc en fait, je rappelle que le pétrole saoudien, il va directement au port à côté de Jeddah, au sud de Yanbu, je crois. Et là, il remonte par le canal de Suez, donc il n'y a pas besoin de passer par ce détroit. Par contre, le commerce mondial, oui, tout ce qui vient d'Asie passe par là, où il fait le tour, ça coûte beaucoup plus cher. Donc il peut y avoir une zone de conflit à cet endroit-là, qui est moins large encore que les détroits d'Ormuz. Il n'y a que 20 km. 20 km. Oui. Et les Houthis ne sont pas désarmés. Les Houthis du Yémen, qui sont les proxys de l'Iran. Oui, mais ce n'est pas totalement leur intérêt, parce qu'ils s'en sont pris pas mal de coups sur la tête déjà. Et puis il y avait plus ou moins un accord entre les Américains et les Houthis pour qu'on ne touche plus. On a une force européenne là-bas, à Aspides. Et donc, tout le monde va regarder ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Gauthier Lebret, c'est la réponse, encore une fois, la tentative de réponse des Iraniens au blocus maritime des États-Unis. Blocus maritime des Américains que personne ne comprend en Occident. Il n'y a pas un pays européen qui soutient ce blocus américain. Ah oui, mais c'est la réponse de... Oui, c'est la réponse, mais c'est-à-dire que c'est la réponse évidemment des Iraniens, mais les Anglais ont condamné, les Français ont condamné, parce que ça a été dit dans le sujet. La conséquence directe, ça a déjà été annoncé d'ailleurs, ça va déjà augmenter de 15,4% le gaz au 1er mai. C'était avant l'annonce du blocus de la mer Rouge. Donc imaginez comment ça pourrait continuer à augmenter. Gaz, carburant, on est en plein dedans. On va sûrement parler du fiasco gouvernemental et de la communication en France qui est catastrophique. Parce qu'on nous a faussement annoncé un blocage des prix hier via voie de presse. Donc moi je pense encore une fois aux consommateurs européens, aux consommateurs français qui payent les conséquences de ce blocus américain et donc ensuite de la réponse iranienne. On était quand même parti d'un détroit d'Ormuz avant la guerre où la circulation était libre. Ensuite, on est passé à un blocus iranien, levé grâce à un cessez-le-feu négocié entre Américains. Si je vous écoute, on laisse tout faire, on laisse les bateaux iraniens passer, Gauthier. Non, mais le problème, pourquoi on laisserait les bateaux iraniens passer? Vous dites toute personne ne comprend ce blocus maritime américain. Ah mais bien sûr, personne. Mais c'est une réponse là. Vous l'avez bien dit, c'est une réponse. Mais évidemment, en Europe, personne ne comprend le blocus américain. Parce que ça va être des conséquences directes pour les consommateurs. Donald Trump avait négocié la levée du blocus iranien, et finalement, c'est lui qui va bloquer le détroit d'Ormuz. Vous avez trouvé un gouvernement européen pour le comprendre, pour le légitimer? Ils sont tellement peu consultés, les Européens. Il faut dire Thierry Brosse, expert énergie. Oui, non, mais je pense qu'on peut comprendre l'idée de Donald Trump, c'est de faire ce qu'il a fait au Venezuela, c'est-à-dire en contrôlant
les flux financiers, les flux physiques de l'Iran, il contrôle les flux financiers et il contrôle l'Iran après. Donc c'est une décision cohérente, extrêmement risquée, mais cohérente. Par contre, on peut effectivement bloquer cet autre détroit, mais il y a une autre solution. Il manque sur votre carte le pipeline qui va de l'Est à l'Ouest de l'Arabie Saoudite et qui a permis On va le rajouter. Pardon ? On va le rajouter. Voilà. Et qui a permis à l'Arabie Saoudite finalement de rerouter 6 millions de barils par jour, parce qu'en fait, finalement, l'Arabie Saoudite et l'organisation, l'Agence internationale de l'énergie ont permis toutes les deux de réduire ce risque de Hormuz d'un facteur 2. Il nous manquait 20 millions de barils, aujourd'hui il nous en manque 11 millions de barils par jour. Mais ce pipeline-là, il est... les drones et les missiles iraniens essayent d'avoir ce pipeline. Et c'est effectivement, s'ils arrivent à avoir ce pipeline-là, là, ça pose problème. Vous n'avez plus besoin de bloquer le détroit, vous avez une crise énergétique majeure. Bon, on y est déjà un petit peu dedans. Jean-Michel Salvatore. Oui, mais l'intérêt du blocus, en fait, c'est... Trump essaye, il est dans un bras de fer avec les Iraniens, il essaye d'affaiblir les Iraniens pour arriver à la table de négociation un peu plus fort que la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on peut considérer qu'il est en train de réussir son coup, puisque si les Iraniens menacent de bloquer la mer Rouge, c'est donc qu'ils considèrent que le premier blocus d'Ormuz fonctionne, et d'ailleurs il fonctionne bien. Oui, 9 navires ont été refoulés par l'armée américaine depuis le début de ce blocus. Et c'est vrai que ça les asphyxie, donc évidemment ils sont dans une situation très compliquée. Alors ensuite, je suis d'accord avec Gauthier, tout ça fait que y a un vrai risque de voir le prix du baril augmenter très fortement, évidemment. Parce que si on peut trouver effectivement, ça marche d'un point de vue opérationnel. Évidemment que ça marche d'un point de vue opérationnel. Les Américains, première armée du monde, ils arrivent à bloquer le détroit d'Ormuz. Mais en fait, moi, les seuls qui m'intéressent en priorité, c'est les consommateurs occidentaux. Et les consommateurs occidentaux, c'est les Français. Et donc, ils payent plein pot. Et on leur a déjà dit, le gaz va augmenter de 15,4% le 1er mai. Ça va sans doute être plus salé. On voit tous les pays européens, les uns après les autres, baisser les taxes. En dernier en date, les Allemands, les Espagnols l'ont fait, les Italiens l'ont fait. Viktor Orban, j'en parle même pas, avant de partir, donc avant de perdre les élections législatives en Hongrie, il a fixé le prix à 1,70 €, quasiment 1 € de moins que nous. Et il n'y a que les Français qui trinquent, parce qu'il n'y a plus 1 € dans les caisses de l'État. On a fait 1300 milliards de dettes supplémentaires et on est incapable de financer une baisse de taxes parce qu'on est incapable aussi de baisser la dépense publique. Donc tout ça va. On peut trouver effectivement que c'est formidable sur le plan opérationnel, qui va tordre le bras des Iraniens, encore que on attend de voir. En attendant, c'est les vous peuples avez raison, occidentaux Gauthier, qui trinquent. de vous préoccuper de ça. On va parler juste de l'essence. Un dernier mot du général Dutart sur ce blocus maritime. Il peut durer très longtemps ou pas? D'abord, Trump n'a pas intérêt non plus à bloquer indéfiniment ce détroit d'Ormuz. Ça sera réglé avant sa visite en Chine, en fait. Parce qui que a lieu en mai, je crois, de le mémoire. 14 mai, 14-15 mai. 14 mai. Donc ça va être un point extrêmement important. Non, ce qui est difficile, en fait, c'est que tout peut se passer. D'un côté ou de l'autre, on peut reprendre les hostilités. Vraiment, il faut être extrêmement prudent. Tous les scénarios sont malheureusement envisageables. Y compris une escalade, c'est-à-dire un navire qui tente de forcer le blocus. On espère quand même qu'on va continuer les négociations. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que c'est un cessez-le-feu qui tient. Alors, on va parler des carburants. Merci beaucoup, Général Dutart. Ce matin, au Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, mon cher Gauthier, a rappelé qu'il s'agissait non pas de bloquer les prix, mais d'un encadrement des marges, mon cher Gauthier. Qui n'aura pas lieu. Voilà, écoutons quand même Madame Bréjon, si vous me le permettez, et ensuite la réponse de Thierry Cotillard, du groupement Les Mousquetaires, parce que lui, c'est les distributeurs qui sont visés, évidemment. Écoutez cet échange à distance. Il est hors de question de procéder à un quelconque encadrement ou blocage des prix. Voilà. Ce que nous étudions, c'est un encadrement des marges. Un encadrement des marges n'a rien à voir avec un blocage des prix, puisque ça continue d'intégrer les variations du marché, les variations des coûts de transport, par exemple. Pour autant, ça vise à s'assurer que, effectivement, les marges opérées par les distributeurs ne sont pas supérieures et qu'il n'y a pas de marge indue par rapport à ce qui se faisait à l'avant-crise. Et donc, dans ce cadre-là, on étudie un décret qui pourrait être ou pas utilisé si on constatait d'éventuels abus. Voilà. Donc il n'y a pas de décision prise à ce stade et nous continuons à vouloir travailler en confiance avec l'ensemble des distributeurs comme nous le faisons depuis le début. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ça devient insupportable.
Qu'est-ce qui est insupportable? Ça devient insupportable de prendre des décisions dans l'urgence, sans concertation avec les acteurs économiques, et surtout une décision qui va rien produire. Et j'ai envie même de vous dire ce matin que je comprends que les Français puissent se désintéresser de la politique, parce que là on tombe dans une caricature technocratique, parce que la question c'est pourquoi, à votre avis, l'État fait ça? La vérité, la triste vérité, c'est que c'est lui qui encaisse l'essentiel de la marge, 53% sur les 2 euros. La triste vérité, c'est que les caisses sont vides et qu'il n'a pas les moyens. Et la triste vérité, surtout, c'est sans majorité, il peut pas décider. Donc qu'est-ce qu'il décide? On va désigner un coupable. Le seul coupable, c'est le distributeur. Thierry Cotillard, il met les points sur les i, là, Gauthier Lebret. Alors, C'est déjà, le seul qui s'engraisse, c'est l'État. Bon, ça, il n'a pas bien tort. sûr, avec, en plus, avec l'augmentation des prix, ils ont pris 270 millions d'euros de taxes supplémentaires rien que pour le mois de mars. Donc effectivement, profiteur de guerre, l'État est profiteur de guerre. Ça part donc d'un article du Parisien qui explique que les prix vont être bloqués. On dit même autour de 1,70 €, donc tout le monde hallucine. Cet article du Parisien, c'était une fake news. J'ose imaginer que les journalistes ne l'ont pas sorti eux-mêmes, ne l'ont pas inventé eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui leur a dit, dans l'entourage de Matignon, dans l'entourage de Bercy, dans l'entourage du ministère de l'Énergie, que sais-je. Bon, finalement, c'était les marges. Sauf que la loi, ça a été rappelé par Thierry Cotillard, fait que le prix est libre en France. Donc le gouvernement ne peut pas encadrer les marges que font les distributeurs. Donc en fait tout ça c'est du blabla, c'est du bruit avec la bouche, et le gouvernement est incapable d'apporter la moindre réponse depuis le début de cette crise. Et surtout ce qui fait mal, c'est qu'on est vraiment les mauvais élèves en Europe, parce que c'est les comparaisons. Et donc il suffit pour les Français de regarder, d'ouvrir le journal, d'ouvrir les chaînes infos, ils voient tiens, de passer la frontière pour les frontaliers. Exactement, ils peuvent passer la frontière allemande, ils peuvent passer la frontière espagnole, suisse, la Suisse s'y met aussi. Même la Belgique, c'est-à-dire que tout le monde le fait, l'Italie également, sauf la France. Pourquoi? Parce qu'on a été incapable d'assainir nos dépenses publiques. Alors encore que l'Allemagne ne va pas mieux que nous en ce qui concerne le déficit. Mais encore faut-il avoir la volonté de baisser la dépense publique, et on n'a aucune volonté de baisser la dépense publique. Donc voilà, on est incapable de faire tout le monde réagit. Rachel, ça vous fait réagir ou pas? Oui, moi je trouve que cette manière, enfin c'est surtout l'imprévisibilité et l'impuissance. Et une nouvelle fois, c'est la question de la souveraineté énergétique qui est au centre. Parce que au fond, derrière cette question des prix, il se cache à un endroit un naufrage. En réalité, un naufrage de la souveraineté énergétique et économique, de toutes les décisions qui ont été prises et jamais anticipées. Vous avez raison. Souveraineté énergétique, Thierry Brosse. Oui, mais je crois que vous avez tout à fait raison. En fait, la politique énergétique que l'on vit aujourd'hui, c'est l'échec de 10 à 15 ans de politique énergétique. Je pense que ce qu'il fallait comme politique énergétique, c'est une politique qui permette une énergie abondante. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, c'est pas ce qu'on voulait, d'ailleurs, je vous rappelle. Bon marché et décarboné. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire une politique énergétique. Et on a fait l'inverse. Et donc, effectivement, la crise arrivant la première fois, on a brûlé la caisse, et maintenant, on ne peut plus brûler la caisse. Et donc, sans jeu de mots, caisse, bagnole, voiture. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État, s'il veut faire un geste, doit trouver où il doit faire des coupures. Et donc, il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ça, comme il ne veut pas le faire, il ne veut pas baisser dans ses dépenses, il ne pourra rien faire. Et encore une fois, ce qui est un peu étonnant, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on a une conférence de presse pour regarder un ordre de grandeur de 2 centimes par litre. Non, mais le gouvernement ne tiendra pas très longtemps sous cette pression-là, Jean-Michel Salvatore. Pour être très honnête, parce que là, on est au bord de l'explosion. Mais c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas, ou c'est de l'incompétence, je ne comprends pas pourquoi ils se payent, les distributeurs, alors qu'on sait très bien que le carburant pour la grande distribution, c'est un produit d'appel et qu'ils ne font pas plus d'1 centime, 2 centimes de profit par litre. Donc pourquoi se payer? Parce que c'est facile. Oui, mais enfin. Parce que c'est facile de se payer la grande distribution et les distributeurs. Une demi-journée. 65% du carburant en France est vendu par la grande distribution. Total a fait un effort très important ces derniers jours et a réduit ses marges. Donc si vous voulez, je trouve que c'est un combat complètement stupide qui montre à quel point finalement le gouvernement est totalement impuissant. Et écoutez certaines professions, là on va écouter quelques chauffeurs de taxi, on a écouté des pêcheurs, des agriculteurs, des infirmiers. Là, ils sont au bord du gouffre. Écoutez les chauffeurs de taxi. Avant la guerre, je fais les pleins et c'était 60 €, 65 €. Et là, aujourd'hui, je suis presque à 90. Je faisais le plein pour presque 70 €. Et là, j'en ai presque pour 85, 86 €. Que les litres coûtent 1 € ou qui coûtent 3 €, on sera obligé de les mettre pour travailler. Donc on est à peu près esclaves ou du moins prisonniers de
ces remontées des prix et ces descentes. On pense que d'autres mesures peuvent être prises à l'image de ce qui se fait à l'étranger. Et là, clairement, ce sera plus, on pourra travailler plus sereinement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, comme font tous les autres pays européens, c'est baisser les taxes, c'est ça? Certaines taxes, pas toutes les taxes? Alors, baisser les taxes, il ne peut pas, puisqu'il est en faillite, en quasi-faillite. Donc, il faut baisser quelque chose en coupant de l'autre côté. Alors, effectivement, il y a les certificats d'économie d'énergie que l'on avait fortement augmentés au 1er janvier et qui étaient d'ailleurs une quasi-taxe. Hein. Alors, effectivement, mais dans ce cas-là, il faut arrêter les certificats, le mécanisme des certificats d'économie d'énergie. On peut trouver des solutions. Encore faut-il avoir une volonté politique. Il faut chercher l'ordre de grandeur. Ce qu'on cherche, c'est 4-5 milliards d'unités. Hein. C'est à peu près ça, d'euros. Et donc, donc les certificats, c'est 8 milliards. Après, vous pouvez trouver des bidules et des machins qui servent à rien. Il y a l'ADEME, il y a des trucs comme ça qui servent à rien. On peut aussi essayer de se dire qu'en temps de guerre, tout le monde fait des efforts. Bon, écoutez, plein de choses, si on veut faire des économies, il y a plein de choses. Il y a la contribution de la France à l'Union européenne. Il y a effectivement CESE au commissariat au plan, on va tout le faire ça. tout de suite comme ça, d'un claquement de doigts. Non, mais si on veut, un trait de plume. Un trait de plume. Bon. Alors, Jean-Michel. Il y a 4 milliards, le service public, hop, 4 milliards. Ah ben non. Il y a l'AFD, il y a l'AME, l'aide médicale d'État. Bon, arrêtez. Allez. Là, on voit que en fait, le gouvernement, il joue la montre. Il essaye de retarder le plus possible le moment où il sera obligé d'aider ceux qui sont complètement étranglés par l'augmentation du prix de l'essence. Et moi, je pense que c'est un jeu quand même extrêmement dangereux parce que vous avez toute une partie des Français qui sont totalement à cran. Et je pense que, très honnêtement, Sébastien Lecornu peut être rattrapé par la patrouille assez vite. C'est-à-dire par une motion de censure? Non, vous croyez qu'ils vont y aller? Par des manifestations. Par des manifestations. On dit ça, mais ça n'a pas bougé. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Parce que, souvenez-vous, les Gilets jaunes ont été déclenchés avec un diesel à 1,45. Là, on est à un diesel à 2,30. Oui, effectivement. Alors, on va écouter Bruno Retailleau, le patron des LR, parce que lui, il estime, peut-être n'a-t-il pas tort, que depuis le début de l'arrivée d'Emmanuel Macron, les Français se sont appauvris. On verra ensuite en chiffres, avec vous, Geoffroy, ce qu'il en est. La mauvaise politique d'Emmanuel Macron, depuis près de 10 ans, a entraîné un appauvrissement des Français. Franchement, on a appris il y a quelques semaines, quelques mois, que le niveau de vie des Français désormais, alors que nous caracolions en tête il y a quelques années, notamment de la moyenne européenne, eh bien maintenant nous sommes en dessous de la moyenne européenne. Les Italiens, ça ne s'est jamais produit depuis 100 ans, nous ont doublé sur le niveau de vie. Donc cet impact du pétrole sur le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Français, il est d'autant plus important que la France se déclasse et que les Français s'appauvrissent. Geoffroy Lejeune, il a raison ou pas, Bruno Retailleau? Si on regarde les chiffres, les données chiffrées, la France s'est appauvrie depuis 2017 ou pas? Ça dépend, on parle de vos chiffres ou de mes chiffres? Non, vos chiffres, à vous, ceux que vous avez trouvés. Non, mais alors écoutez, évidemment qu'il a raison. Factuellement, je vais vous donner quelques chiffres en effet pour le voir. Mais surtout, moi, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir juste avant sur les conséquences, le prix du pétrole, du gaz, etc., je relis aujourd'hui avec une pointe de colère les débats budgétaires de l'automne dernier, c'est-à-dire le moment, les espèces de tambouille, en fait. Pour le coup, rarement une situation politique aura aussi bien porté son nom que tambouille politicienne pour rester au pouvoir, pour s'accrocher avec strictement aucune majorité d'idées entre les socialistes, quelques-uns des républicains et ce qu'on a appelé le bloc central. Pour revenir à Bruno Retailleau, je pense qu'il a raison. Et vous savez, j'aime beaucoup un compte Twitter qui s'appelle Marc Vanguard, qui est quelqu'un qui fait des cartes et des graphiques, absolument, et qui compile des données qui sont des données publiques. C'est-à-dire, en gros, il ne va pas inventer des chiffres ou sortir des statistiques dont on ne sait tout. Il prend les statistiques officielles. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-unes juste pour étayer ce que Bruno Retailleau a dit. Déjà, pour commencer, alors je précise que c'est un fil qu'il a fait sur Twitter il y a quelques mois qui concerne la période 2017-2023. Donc on peut juger, si vous voulez, un peu plus du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais la trajectoire depuis, vous la connaissez, ça s'est évidemment aggravé avec les crises, etc. La première chose, c'est que la France ne se classe que 23e de l'Union européenne en termes de croissance du PIB par habitant entre 2017 donc et 2023. Ensuite, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est en statistique le risque de pauvreté, mais la France est à la première place dans l'Union européenne de l'évolution du risque de pauvreté. Le risque de pauvreté, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est la part des personnes ayant un revenu disponible équivalent inférieur à 60% du revenu disponible équivalent médian national. Pardon, c'est un peu poil compliqué. Mais bon, en gros, c'est une façon de mesurer. Le taux de pauvreté en France a augmenté. Exactement. Entre 2017 et
et 2023. Les chiffres officiels, c'est qu'on était à 14% de la population en 2017, on est à 15,4% en 2023. Exactement, on a les mêmes chiffres en fait. Oui. Et ensuite, après, il y a le ressenti des Français qui évidemment compte énormément. Les Français sont 57% à estimer que leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie se sont dégradées depuis 2017. Évidemment, ils sont 40% à dire que le pouvoir d'achat les préoccupe énormément. Le taux de pauvreté, ça c'est le chiffre que vous venez de donner qui est à 15,4%. Et la France est le pays de l'Union européenne dans lequel le taux de pauvreté a le plus augmenté depuis 2017. Tout ça pour vous dire que, heureusement, que c'était le Mozart de la finance. Et souvenez-vous, dans l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017, les gens se disaient on ne sait pas ce que ça donnera sur les questions régaliennes parce que ça ne l'intéresse pas, il n'en parle pas, etc. Mais quand même, il est banquier. Quand même, il a été secrétaire général de l'Élysée et ministre de l'économie. Là-dessus, au moins, ça va bien se passer. Je pense que quand on relira le bilan d'Emmanuel Macron dans quelques années, peut-être qu'on dira que c'est sur l'économie où ça a été le pire. Bon, ok. Gauthier, un petit mot là-dessus. Oui, alors vous savez, il y a un argument, je l'ai repris moi-même, on n'a plus un euro dans les caisses. On est bien d'accord. Vous savez combien représente l'aide versée à l'Ukraine depuis 4 ans par la France ? 8,6 milliards d'euros. C'est-à-dire que la France... Il y a des causes justes. Oui, la baisse des carburants, du prix des carburants me semble aussi une cause juste pour les Français. C'est-à-dire qu'on leur dit sans cesse, matin, midi et soir, on ne peut pas baisser les taxes parce qu'on n'a plus 1 euro. En revanche, on a trouvé 8,6 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ça, c'est la France. Parce que si je prends l'aide européenne ou l'aide internationale, c'est 300 milliards d'euros. Donc la France, c'est 8,6 milliards. Okay. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé 8,6 milliards pour l'Ukraine et on ne trouve pas, je ne dis même pas l'équivalent de 8 milliards, mais un peu d'argent pour aider les Français à baisser les taxes. Et en même temps, évidemment, il faudra trouver des sources d'économie qu'on a commencé à citer. Il y a l'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard. Il y a l'aide de la France, la contribution, qui d'ailleurs n'est pas une contribution qui nous est favorable puisqu'on donne plus qu'on reçoit à l'Union européenne. Il y a évidemment tout ce qui ne sert à rien, CESE, au commissariat au plan, etc. Pourquoi on ne trouve plus quasiment 9 milliards pour l'aide à l'Ukraine depuis 4 ans et on ne trouve pas d'argent pour baisser les taxes sur les carburants ? Thierry Brosse, est-ce qu'en termes énergétiques aussi, les Français se sont appauvris, payent leur énergie plus cher aujourd'hui, que ce soit électricité, gaz ou autre, qu'en 2017 ? Oui, je pense que va revenir sur le devant de la scène le problème de la pauvreté énergétique. La pauvreté énergétique, il y avait 2 façons de la résoudre. La première, c'était ce que j'évoquais, c'est-à-dire avoir de l'énergie abondante, bon marché et décarbonée, et en se disant, eh bien, moins c'est cher, moins il y aura de personnes qui seront en pauvreté énergétique. Je vous rappelle, c'est quand vous avez 10% de vos revenus qui servent à payer vos factures énergétiques. Et de l'autre côté, eh bien, effectivement, quand on a commencé à vouloir avoir de l'énergie chère, très taxée et décarbonée, eh bien, effectivement, vous avez le pouvoir d'achat qui ne suit pas, et donc les Français qui tombent en pauvreté énergétique. Et je crois que, si vous vous rappelez, Thatcher avait imaginé la libéralisation des marchés énergétiques, puisque c'est elle qui l'a fait avec Reagan, pour baisser la pauvreté énergétique, pour baisser les prix. C'était ça l'idée. C'est vrai, absolument. Jean-Michel Salvatore, un dernier mot sur ce sujet, on avance, après on parle d'immigration. Sur le sentiment de pauvreté, je pense qu'il augmente parce que, en fait, le sentiment de pauvreté, il est lié aux dépenses contraintes, c'est-à-dire aux dépenses que vous êtes obligé de faire chaque mois sans pouvoir y renoncer, c'est-à-dire votre loyer, vos assurances, vos crédits, vos abonnements, etc., etc. Et s'ajoute à cette liste épouvantable l'essence, qui fait partie d'une dépense contrainte, qui n'est pas négociable. Et donc, à partir du moment où vous avez des dépenses qui sont de plus en plus importantes en matière d'énergie et d'essence, évidemment que vous avez le sentiment, et ça n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, que vous avez un pouvoir d'achat qui baisse énormément. Et c'est la réalité. D'ailleurs, l'inflation risque de repartir à la hausse, les taux d'intérêt, tout va repartir à la hausse, Thierry Brosse. Et donc la dette. Et la dette. Et oui, mais encore une fois, parce que le pétrole est essentiel à nos vies. On a oublié qu'un monde sans pétrole et sans gaz, ça tourne moins bien. Non, mais ça n'existe pas, surtout pour l'instant. Un monde sans pétrole n'existe pas. C'est le sang qui coule dans les veines de l'économie. Voilà, et donc effectivement, il fallait... On critique beaucoup Trump, mais il faut quand même se rendre compte que son ministre de l'énergie a quand même une vision assez simple. Il dit, moi, je veux toutes les énergies. Après, on peut les classer en décarbonées ou pas. Je suis d'ailleurs d'accord de le faire comme ça. Mais il dit d'abord, on les prend toutes. Alors nous, on commence à dire, on ne veut pas de celle-là, pour des raisons bizarres d'ailleurs, puisqu'on ne voulait pas de nucléaire à un moment. On ne veut pas de pétrole, on ne veut pas de gaz. Et après, on s'étonne qu'in fine, ça soit plus cher.
Écoutez, c'est le principe de l'économie. Bien sûr. OK. Dernier mot sur ce sujet. On avance, on parle de l'immigration, Gauthier, ça vous va ? 18h, bientôt 30, on est en direct sur CNews et Europe 1. L'Espagne a lancé hier son vaste plan de régularisation de sans-papiers. Pedro Sánchez souhaite régulariser à peu près 1 demi-million de personnes pour soutenir l'économie. Il y a beaucoup de raisons qui sont avancées pour cela par le Premier ministre espagnol. On va écouter les précisions de notre correspondant à Barcelone, Nico Salvado. Oui, le Conseil des ministres espagnol vient de donner son feu vert pour régulariser 500 000 personnes qui sont actuellement sans papier. Une légalisation qui s'est faite avec une embûche de dernière minute de la part du Conseil d'État qui a demandé d'être un petit peu moins laxiste dans les conditions. On se rappelle que Pedro Sánchez avait demandé uniquement 6 mois de présence sur le territoire et que chaque personne devait faire une attestation sur l'honneur pour expliquer qu'elle n'avait commis ni crime ni délit. Et sur ce point, le Conseil d'État a dit c'est un petit peu léger. Il ne faudrait pas prendre le risque de faire rentrer des personnes qui sont délinquantes ou voire même terroristes. Donc il a été demandé au pays d'origine de fournir un extrait du casier judiciaire des 6 derniers mois pour prouver que celui-ci est totalement vierge. Cependant, Pedro Sánchez a dit que si la personne avait des problèmes avec son consulat ou son ambassade, la diplomatie espagnole leur viendrait en aide pour obtenir cette absence de casier judiciaire. Autrement dit, c'est le contribuable espagnol qui va payer toutes les démarches administratives et les démarches diplomatiques. Par ailleurs, du côté des Canaries, on craint qu'un nouvel appel d'air se fasse sur une région qui est déjà saturée. Les Canaries, c'est un petit peu le Lampedusa espagnol où il y a des problèmes de sécurité, où il y a des problèmes sanitaires avec l'arrivée en nombre par la mer de sans-papiers. On espère qu'il n'y aura donc pas d'appel d'air avec cette régularisation qui commence donc en Espagne. Merci pour ces précisions. 500 000 personnes clandestines qui vont être régularisées. C'est à peu près le même ordre de grandeur qu'en Italie à l'époque. Giorgia Meloni avait régularisé environ 450 000 personnes au nom de l'économie. C'était un plafond qu'elle avait fixé, qu'elle n'a pas atteint. Elle n'a pas régularisé les 450 000 personnes. Elle est autour de 300 000. 300 000, on en parlait ce matin avec Nicolas Poufonmontier. Et puis c'est une immigration extrêmement choisie. C'est-à-dire que Giorgia Meloni choisissait les nationalités. Elle a régularisé des Ukrainiens et des Albanais parmi ces personnes. Elle l'a dit ouvertement, elle choisissait les nationalités qu'elle régularisait. Donc, et je suis d'accord avec vous, ça fait face à un phénomène de dénatalité. Donc au bout d'un moment, il va falloir choisir. C'est un choix de civilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir travailler moins, vivre plus longtemps, ça c'est pas un choix, c'est une réalité scientifique, et faire moins d'enfants. C'est-à-dire que après, c'est la solution pour Pedro Sánchez, parce que c'est quand même pas pareil. Derrière, il y a une idéologie qui n'est absolument pas la même. L'idéologie de Pedro Sánchez, c'est une idéologie sans frontiériste. C'est une idéologie pro-migrant, qui n'est pas du tout celle de Giorgia Meloni. Et notre correspondant disait, on espère que ça ne va pas créer un appel d'air. Spoiler, ça va totalement créer un appel d'air. C'est la plus grande régularisation en une fois de l'histoire moderne de l'Union européenne. En une fois. C'est-à-dire que nous, on le fait de manière beaucoup moins continue. Enfin, on le fait en discontinu. On régularise énormément, mais en discontinu. Là, c'est 500 000 personnes en une fois. Vous aviez des scènes de liesse hier de sans-papiers dans les rues de Barcelone qui étaient évidemment hyper heureux. Évidemment que ça va créer un appel d'air. Et quelqu'un qui est régularisé en Espagne, avec le fameux espace Schengen, en fait, il est régularisé en France. C'est-à-dire que demain, après-demain, il peut être en France de manière totalement légale. Donc Pedro Sánchez, il régularise 500 000 personnes au nom de tous ceux qui sont dans l'espace Schengen. Et évidemment, ça c'est les scènes de liesse, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, effectivement à Barcelone, quand l'annonce a été donnée par le gouvernement espagnol. D'ailleurs, pour vous dire que c'est tellement idéologique, il y a une ministre de l'inclusion. Une ministre de l'inclusion. C'est elle qui a participé à ce plan de régularisation de 500 000 personnes. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'en Italie, mais malgré tout, il y a un choix de civilisation effectivement qui s'impose à nous. Geoffroy-Lejeune, ça vous fait réagir? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Gauthier. Il y a juste un point qui est intéressant, c'est que justement pour une fois, c'est la question de Schengen qui va être posée, parce que il y a beaucoup de pays. Déjà l'Union européenne elle-même a commencé ces derniers mois à changer un peu de braquet sur la question migratoire, comprenant que les peuples n'en peuvent plus et que les votes, notamment pour les candidats dits populistes, augmentaient partout. Donc l'Union européenne a commencé à s'intéresser un peu au sujet. Il y a eu quelques avancées récentes, notamment au Parlement européen. Et précisément sur la question des 500 000 naturalisés en Espagne, il y a beaucoup de pays qui disent ne pas vouloir leur appliquer le statut de Schengen. Donc on ne sait pas encore exactement comment ça va terminer. Le même statut. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement, mais ça pourrait être des sous-citoyens européens qui n'auraient pas le droit d'aller dans tous les pays, justement. Et donc ça pose une question énorme en réalité. Et je pense que l'Union européenne ne pourra pas
cette fois-ci faire comme ce qu'en 2015 l'Allemagne a fait, en disant tout va bien, 1 million, on va y arriver, parce que la vérité c'est qu'on n'y arrive pas. Jean-Michel Salvatore, l'économie espagnole a besoin de main-d'œuvre. L'économie espagnole et le pays comme nous a un problème de natalité. Il y a besoin de cette immigration de travail ou pas? Quand on regarde ce qui se passe en France, on nous explique qu'on a besoin d'une immigration de travail, mais on sait aussi qu'on a un nombre de chômeurs absolument considérable et qu'il y a toute une partie des Français qui ne souhaitent pas prendre certains emplois. Donc, sur la situation espagnole, je ne m'engagerai pas trop, mais je pense qu'elle doit être assez comparable à celle de la situation française. Mais c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est une décision idéologique. Le fait d'annoncer une régularisation massive. C'est pas comme les autres pays européens qui régularisent au fil de l'eau. D'ailleurs, ils peuvent régulariser énormément de monde. Mais là, il y a véritablement l'envie de faire un symbole et un signal pour dire voilà, nous, on est pour l'immigration, on est sans frontiéristes, comme disait très bien Gauthier. Et donc voilà, c'est ce signal-là que veut lancer le Premier ministre. Écoutons ce que dit Nicolas Pouvreau-Monti, que vous citiez, Gauthier, qui sort un livre qui s'appelle Immigration, mythe et réalité, aux éditions Fayard, et qui fait un constat. Il n'y a jamais eu autant d'immigration dans notre pays. Le point avec Nicolas Roger. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France. C'est le constat simple que dresse le directeur de l'OID, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année en France a triplé depuis la fin des années 90. Le nombre de clandestins, tel que mesuré par le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État, a triplé en 20 ans. Le nombre de demandeurs d'asile a triplé en 15 ans. La population immigrée a augmenté de 434 000 personnes en 2024. Et selon Nicolas Pouvreau-Monti, notre politique migratoire coûte cher aux finances de l'État. Nous avons pu estimer que le coût de l'immigration pour les finances publiques, il est de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, en prenant des estimations très prudentes, un coût net évidemment. Un chiffre contesté par des économistes, que le directeur de l'OID justifie notamment par une immigration en France qui travaille peu. Seuls 43% des immigrés extra-européens arrivés depuis moins de 5 ans et en âge de travailler auraient un emploi, soit 25 points de moins que l'ensemble de la population. Mais ce n'est pas le seul problème mis en avant par Nicolas Pouvreau-Monti, qui s'inquiète pour l'enseignement français. On a maintenant plus d'un élève de CM1 sur 5 qui ne parle jamais ou quasiment jamais le français à la maison. Le directeur de l'OID précise que cette immigration de masse n'est pas une fatalité. En Europe, des politiques migratoires différentes produisent des résultats différents. Vous voyez, en 10 ans, le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit en France a doublé, alors que sur la même période, il a baissé de 90% au Danemark. Dans son livre, Nicolas Pouvreau-Monti invite les candidats à la prochaine élection présidentielle à se positionner clairement sur la question migratoire. Pour ce constat chiffré, Gauthier Lebret, la situation effectivement de la France est différente de celle de l'Espagne. Là, on a 43% des immigrés qui ne travaillent pas dans notre pays. Alors, différente de l'Espagne sur l'affichage, c'est-à-dire qu'on n'a pas régularisé 500 000 personnes d'un coup. Mais en l'espace d'un an, on n'est pas très loin des chiffres espagnols. C'est-à-dire que c'est l'équivalent à chaque fois d'une grande ville qui entre en France chaque année. Alors il y a un solde, il y a des gens qui partent, mais qui ne sont absolument pas majoritaires. Et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent s'en prendre à l'immigration clandestine, mais qui ne parlent jamais de l'immigration légale. Or, l'immigration légale est également un sujet, avec, on l'a vu dans les explications de Nicolas Pouvreau-Monti, les régularisations, avec la filière étudiante qui coûte énormément d'argent à la France chaque année. Donc ça va être l'un des enjeux, puisqu'on parlait de la présidentielle dans le sujet, ça va être évidemment l'un des enjeux de la présidentielle, si on ne parle pas que d'international comme la dernière fois, mais qu'on est sur les sujets aussi français qui nous concernent, parce qu'au bout d'un moment, les courbes vont finir par se croiser. C'est-à-dire que quand vous faites toujours moins d'enfants et que quand vous accueillez toujours plus de personnes, au bout d'un moment, il peut y avoir des changements de population, des changements de mœurs, des changements de coutumes. Et c'est un choix de civilisation. C'est un choix de civilisation. Pedro Sanchez, il dit « j'accueille 500 000 personnes parce que ma population ne fait plus d'enfants, parce qu'il n'y a plus suffisamment de travailleurs ». Et donc, voilà. Le constat est le même dans notre pays, c'est ce que le constat est le même dans notre pays. On ne fait pas d'enfants et... Première année depuis la libération, on est plus morts dans notre pays que nés. Négatif. Voilà. Jean-Paul, dernier mot. Il y a juste une chose, c'est qu'aussi en Espagne, à ma connaissance, il n'y a pas de regroupement familial. Nous, il y en a un depuis 1975. C'est pas du tout la même immigration, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, c'est une immigration de peuplement, des gens qui viennent s'installer, vivre, retrouver des gens de leur famille. Mais c'est pas du tout une immigration de travail. Et ensuite, pour terminer juste sur les chiffres, on est en train de consacrer du
temps d'antenne, etc., à cette décision historique espagnole de naturaliser 500 000 personnes. Nous, on le fait chaque année, et c'est que l'immigration légale. Il y a toute l'immigration illégale. On est un tout petit peu en dessous de 500 000 en immigration légale, et l'illégale, par définition, c'est un peu compliqué de la quantifier, mais on sait que c'est pas 10 000 une grande ville chaque année. Et parmi, je rectifie, c'est 43% des immigrés extra-européens arrivés en France depuis moins de 5 ans qui ont un emploi. Voilà. Oui. Ils sont minoritaires à avoir un emploi. Ouais. On avance. Rachel Kahn, votre point de vue ce soir sur la proposition de loi de Caroline Yadan, une députée qui souhaite lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Cette proposition de loi arrive demain à l'Assemblée nationale. Une loi qui comporte, selon vous, de nombreux pièges, de nombreuses choses trappes. Expliquez-nous pourquoi. Et puis on entendra tout à l'heure Manuel Bompard de la France Insoumise. On imagine son point de vue. C'est-à-dire que cette loi... C'est une nécessité en réalité de traiter des nouvelles formes d'antisémitisme et surtout après le 7 octobre, on a vu ce qui s'est passé dans notre société avec des éléments de langage tout droit issus de la charte du Hamas, Israël, apartheid, colonisation, génocide, etc. Transformer un pogrom finalement en acte de résistance, etc. Donc sur le constat, il n'y a aucun sujet. Oui, il faut traiter de ce sujet de l'antisémitisme. Après, c'est la méthode. Cette méthode, en fait, elle est piégeuse. Et elle est piégeuse déjà parce qu'on a eu des alertes, notamment de l'OJE, de la LICRA, Muriel Waknin-Melki. Elle est piégeuse. L'organisation des avocats. Exactement. Exactement, elle est piégeuse parce que, en fait, c'est la manière, c'est le comment qui ne va pas. Cette loi, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, elle entre dans la liberté de la presse, de la loi 1881. Donc, c'est-à-dire que c'est une loi qui protège les opinions. Et selon moi, ce sujet est si fondamental pour notre société que la lutte contre l'antisémitisme concerne la protection de l'ordre public et concerne la protection des victimes. Lorsque l'on est dans cette loi liberté d'expression, déjà, il n'y a pas d'enquête poussée. Déjà, on protège l'opinion. Donc, ce n'est pas du tout la victime. Et puis surtout, au niveau des peines, on n'a pas des peines qui sont effectives. Pour l'opinion, on ne va pas en prison. Là, le débat, enfin, les mots qui sont tellement en lien avec des actes. On a eu cet enfant, le viol de Courbevoie, des meurtres, etc. Ce sont des mots qui provoquent des crimes. Donc pour moi, cette loi, elle n'a rien à faire dans le cadre de la liberté d'expression. D'ailleurs, aujourd'hui, le constat est effarant. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on a la France Insoumise avec sa pétition, avec des mots... 500 000, 700 000 signatures. Voilà. Bon, ça, c'est insoutenable, évidemment. Mais de l'autre côté, on a aussi les défenseurs de la liberté d'expression, que je peux comprendre, qui sont vent debout parce qu'ils sont pour la liberté d'expression. On a notamment Simon Moss qui a écrit un papier dans Le Point génial, et justement qui dit que cette loi peut se retourner contre les victimes d'antisémitisme. Parce que dans cette loi, puisque finalement, on ne peut pas appeler à un État qui a été reconnu, à la destruction d'un État qui a été reconnu par l'État français, donc on ne peut plus critiquer, par exemple, la reconnaissance de la Palestine, etc., etc. Et puis, on a eu l'édito aussi de Mathieu Bock-Côté sur la liberté d'expression. Pour moi, aujourd'hui, cette loi de liberté d'expression est piégeuse. Les victimes, malheureusement, ça pourra se retourner contre elles. Donc, je n'ai pas envie qu'on ait une loi Yadan consacrée et une jurisprudence, parce que le droit se crée avec de la jurisprudence et ça serait complètement contre-productif. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est du pénal. Il faut être efficace, il faut aller vite, il faut des enquêtes. Rima Hassan, la dernière fois, elle a eu une garde à vue, c'est parce que c'était du pénal, pas parce que c'était de la liberté d'expression. Pour apologie du terrorisme. Donc pour les victimes, à mon avis, il faudrait retirer cette loi et qu'elle soit travaillée pour être véritablement dans la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Le parti pris de Rachel Kahn. Geoffroy Lejeune. Je vais être rapide, je suis 100% d'accord avec Rachel. Si vous voulez, le drame, c'est que la loi de 1881, c'est celle qui régit notre métier. Donc je pense qu'il faut la toucher avec une main tremblante, comme on dit. Et malheureusement, la liberté d'expression, c'est quelque chose de très fragile, surtout en ce moment, surtout en France. Et je suis d'accord avec Rachel, c'est toujours avec une bonne intention qu'on s'y attaque sans faire exprès. Et c'est un peu le risque avec cette loi. Gauthier Lebret, vous êtes d'accord aussi ? 100% d'accord avec Rachel. J'avais écouté aussi l'édito de Mathieu Bock-Côté brillant ce week-end dans son émission sur CNews. C'est-à-dire que c'est vraiment une fausse bonne idée, quoi. Chronique d'une fausse bonne idée
qui peut renforcer à la fin la France insoumise dans ses procédures bâillons qu'on a vues ces derniers mois et dont Rachel a été elle-même victime et elle vient de gagner un nouveau procès intenté par Sandrine Rousseau. Avec la loi Yadan, je ne suis pas sûr que Rachel l'aurait gagné. Donc on se retrouve... en fait, elle va renforcer cette loi précisément les ennemis d'Israël et ceux qui sont précisément antisionistes, donc ceux qu'elle voulait combattre au départ. Donc je ne comprends pas ce qu'a fait Caroline Yadan. J'ai parlé avec un certain nombre de députés Renaissance qui m'ont dit que voilà, toute leur méfiance et qu'ils étaient un peu surpris aussi de la rédaction de cette loi et que cette loi n'était pas au niveau et comme le disait Rachel, qu'il faut prendre le temps et qu'elle a été faite à la va-vite pour sans doute plaire à l'électorat de Caroline Yadan, mais je pense que l'électorat de Caroline Yadan ne va pas du tout être satisfait effectivement de cette loi quand on va prendre le temps. En fait, c'est-à-dire que l'affichage est très beau. Pénaliser l'antisionisme qui est évidemment un antisémitisme. Mais en fait, dans le fond de cette loi, quand vous la regardez, eh bien, elle va faire exactement l'inverse. Elle va peut-être punir l'antisionisme, mais elle va renforcer aussi ceux qui veulent, comme le disait Rachel, s'en prendre à toute critique qui ne va pas dans le sens de la France d'ailleurs, insoumise. et cette proposition de loi est aussi critiquée par la France insoumise, on vient de le lire. Écoutez, Manuel Bompard, pour d'autres raisons, le coordinateur national de la France insoumise. La loi prétend, vous le dites, lutter contre l'antisémitisme. Ce n'est pas une loi pour lutter contre l'antisémitisme. Si c'était une loi pour lutter contre l'antisémitisme, je la voterais. Évidemment qu'il faut combattre l'antisémitisme en France. C'est une loi qui instrumentalise le combat indispensable contre l'antisémitisme pour réprimer la critique de la politique du gouvernement israélien, la critique de la colonisation, la critique du génocide à Gaza. C'est à ça que sert cette loi. Donc évidemment qu'il faut la combattre. Pourquoi ? Parce que dans cette loi, par exemple, vous avez des articles qui étendent encore ce qu'on appelle le délit d'apologie du terrorisme, qui a déjà été très largement utilisé pour réprimer des paroles qui ne sont pas de l'apologie du terrorisme. C'est terrible parce que la France insoumise, évidemment, aussi critique cette loi, Geoffroy Lejeune, pour d'autres raisons, évidemment. Bien sûr. Écoutez, en fait, moi, je vais reprendre encore quelque chose que Rachel a dit tout à l'heure, mais la vérité, c'est que dans la loi aujourd'hui, il devrait y avoir de quoi condamner tout ce qu'on a entendu depuis le 7 octobre. On a un problème de justice, de lenteur. Gilles-William Gonadel se plaint assez régulièrement que toutes les affaires dont il s'est saisi n'avancent pas, etc. Mais dans un monde normal, ça devrait se passer comme ça et on n'a pas besoin d'un nouveau texte qui, par ailleurs, finira par brider la liberté d'expression de gens de bonne volonté. Bon, Rachel, un dernier mot. Remettre vraiment les victimes au centre. Parce qu'effectivement, il y a des plaintes qui n'aboutissent pas. On a des cabinets d'avocats qui sont justement dans les tribunaux, qui savent comment ça se passe devant la 17e chambre et qui savent comment ça se passe en correctionnel, au pénal. On a besoin de sanctionner au pénal avec des vraies peines ceux qui sont dans l'apologie du terrorisme ou la volonté de détruire Israël. Mais ça implique de mettre la victime au centre. Et par hasard, évidemment, on va écouter notre ami Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Il a signé cette pétition et par hasard, une manifestation de gauche s'est tenue devant sa permanence. Tout ça, évidemment, un hasard qui n'en est pas un, comme il l'explique très bien. Écoutez. En tous les cas, c'est dégoûtant. Je comprends parfaitement qu'on puisse s'opposer à un texte de loi. J'ai déjà eu des manifestations devant ma permanence. Mais moi, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre qu'il y ait cette banalisation d'une expression. Je l'ai déjà subi l'année dernière, il y a presque un an, jour pour jour, où j'allais à des manifestations. Je me rappelle celle en hommage à ce malheureux monsieur Cissé qui avait été tué dans une mosquée, puis le 1er mai. Et dans ces deux manifestations, de manière assez violente, on m'a dit « dégage le sioniste ». Voilà. Et vous aviez été exfiltré d'ailleurs. J'avais dû être exfiltré parce que l'ambiance était insupportable. Et donc il y a cette espèce de banalisation de ce mot qui d'ailleurs atteste du fait que derrière ça, certains y mettent autre chose. Évidemment, c'est pourquoi ? C'est parce que Jérôme Guedj est juif, ces manifestations ? Bien sûr. Rachel ? Bien sûr. Non, mais je vous pose la question. Oui, moi je pense. Bon, évidemment, malheureusement, c'est une preuve qu'on n'est pas dans la liberté d'expression là quand on est devant la permanence d'un député et parce qu'il est juif qu'on lui fait du tout et n'importe quoi. On est dans cette violence là en acte et donc une nouvelle fois je reprends mon truc, c'est du pénal. Alors Gauthier, vous avez vérifié non mais il dit qu'il a des doutes sur le texte de Caroline Yadan, mais qu'aujourd'hui il y a des nouvelles formes d'antisémitisme et il dit que le débat doit avoir lieu et il dit que la fameuse pétition est problématique
dans sa il n'a formulation. pas signé cette Donc, pétition. il est plutôt favorable dans son expression à la loi Yadan, et c'est pourquoi il y a eu une manifestation devant sa permanence. Oui, Rachel. Non, mais juste, la pétition, elle est plus que problématique. C'est-à-dire que dans la pétition, il y avait du style la reconnaissance finalement de cette violence-là comme des actes de résistance et qui appelait en fait cette résistance par tous les moyens, quels que soient les moyens employés. Donc en sous-texte, c'était comme une légitimation du pogrom du 7 octobre. En fait. Dernier mot là-dessus. Non, mais il subit cet antisémitisme depuis des mois. Jérôme Gage, il a rappelé ce qui s'était passé quand antisémitisme il avait de gauche, hein. On rappelle, hein. De gauche. Vous savez, l'antisémitisme de droite, et je veux bien qu'on le pointe, mais il se manifeste assez peu dans la rue et lors des mobilisations d'extrême gauche. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il a changé de bord. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas des résidus d'antisémitisme à l'extrême droite. Je dis qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il n'est pas du tout résiduel à l'extrême gauche, par contre. Et on l'a vu dans les rues de France, puisque Jérôme Gage a dû être exfiltré d'une manifestation d'extrême gauche, évidemment. C'est comme il le rappelait à l'instant. Autre sujet que nous allons aborder ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, l'imbroglio autour du 1er mai, avec le gouvernement qui a décidé de reculer sur ce sujet, sous la pression de la gauche et des syndicats, sur ce sacro-saint jour férié, jour chômé, évidemment, la fête des travailleurs. Écoutez quelques commerçants qui sont évidemment désespérés de ce recul. En tant que fleuriste, je suis en faveur de cette loi. C'est fondamental qu'on puisse travailler ce jour-là parce que le muguet, c'est quand même un produit floral. Donc ce serait absolument illogique d'être contre. Il faut m'expliquer la logique économique de bloquer cette loi, qui est une loi de bon sens, qui favorise également le pouvoir d'achat, puisque les salariés sont plutôt assez contents d'avoir un salaire double ce jour-là, à un moment où on est tous en train de vouloir gagner du pouvoir d'achat. Donc c'est doublement décevant et ça donne un signal extrêmement décevant pour notre pays qui n'est pas capable d'évoluer et même d'accompagner les souhaits des salariés. Est-ce qu'on devrait se sentir libre de travailler un jour férié ou pas ? Je pense que c'est important en tant que citoyen de se sentir encore libre de se faire de l'argent ou pas, ou de considérer que c'est un jour férié et de rester dans son lit. Moi, je suis pour le travail et pour le choix du salarié, quoi. S'il veut travailler, il travaille. S'il ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Mais je veux qu'on puisse s'exprimer en tant que salarié. Voilà pour ces Français interrogés par nos équipes. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 62% des Français sont pour l'élargissement de l'autorisation de travailler le 1er mai pour les salariés des commerces de bouche, fleuristes, certains établissements aussi culturels. Jean-Michel Salvatore. Écoutez, c'est navrant, c'est une capitulation de la part de Sébastien Lecornu qui est absolument tragique. Il dit que tout n'est pas terminé, que peut-être on pourra y revenir, mais un peu plus tard. Hein. Enfin, il avait dit il n'y a pas très longtemps qu'il était le Premier ministre qui avait le moins de pouvoir de la Ve République. Il est en train de le montrer. Là, il se couche devant Madame Binet de la CGT et devant Olivier Faure, alors que je sache, Madame Binet n'est pas la représentante des fleuristes et des artisans qui ont des boulangeries. Elle parle au nom des salariés qui, par ailleurs, dans le privé, enfin la CGT et d'une façon générale, les syndicats sont extrêmement minoritaires dans le privé. Et finalement, elle s'arroge un droit qu'elle n'a pas. Et face à ces coups de menton, finalement, Lecornu a peur. Et il recule et il capitule. Donc c'est vraiment une honte, alors que finalement cette loi, c'était pas grand-chose et ça permettait d'avoir une vraie sécurité juridique pour tous ces fleuristes et pour tous ces boulangers qui ouvraient malgré tout le 1er mai, alors qu'ils risquaient toujours d'avoir une amende, soit de 750 € par salarié qui acceptait de travailler le dimanche, soit 1 500 € si ces salariés prétendaient qu'ils étaient forcés de travailler ce jour-là. C'est une vraie capitulation pour vous, Gauthier Lebret, Geoffroy aussi ? Évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait une loi de bon sens pour permettre aux fleuristes et aux boulangers d'ouvrir et de faire travailler leurs salariés et de les payer double. Et je l'ai dit hier, Gabriel Attal avait plutôt joué finement pour éviter des heures et des heures de débat. Il avait voté une motion de rejet pour que ça parte directement en commission mixte paritaire où 7 sénateurs et 7 députés doivent se mettre d'accord. Et avec évidemment la force de la droite au Sénat et l'arithmétique à l'Assemblée, c'était certain que ça allait passer et que dans 15 jours, les fleuristes et même moins de 15 jours, les fleuristes et les boulangers allaient pouvoir ouvrir le 1er mai prochain. C'est mort.
c'est mort parce que effectivement, Madame Binet fait la loi, la CGT fait la loi, alors qu'elle représente absolument pas les artisans, et parce qu'Olivier Faure menace de censure et donc reculade du gouvernement. Et ce qui avait Est-ce choqué. que vous pensez vraiment que les socialistes auraient censuré? Non. Jamais ils seraient retournés dans les je urnes. suis assez d'accord avec vous. Mais malgré tout, leur menace a marché. Et alors, à l'instant, Gabriel Attal, qui est quand même celui qui a dit qu'il était favorable à ce que les fleuristes et les boulangers puissent ouvrir, en faisant un tweet en expliquant que la restauration rapide peut ouvrir le 1er mai. Donc c'est-à-dire que vous avez une rue, le fast-food il ouvre, le fleuriste et le boulanger ils ouvrent pas. Il vient de dire au point qu'il savait comment présider la France. Bon bah ça commence pas bien puisque là effectivement on le laisse pas faire passer cette loi. Oui, ça. Geoffroy Lejeune. Moi, je suis toujours assez sidéré par la passion qu'a la gauche pour les interdictions. C'est-à-dire que là, pourtant, ils adorent interdire, c'est l'interdit d'interdire. Ah, c'était censé être ça. Le projet initial, c'était interdit d'interdire, et puis c'est devenu interdisons tout. Parce que là, sincèrement, j'imagine mal le tort que fait le fleuriste ou le boulanger qui ouvre le 1er mai et qui paye ses salariés 2 fois plus, le tort qu'il fait à la cause des travailleurs, à tout ce qui... Enfin, je veux dire, c'est absolument indéfendable. Et c'est cette volonté, je ne sais pas ce qui meut Sophie Binet quand elle se réveille le matin et qu'elle se dit je vais empêcher ces gens de gagner. Parce que c'est le totem, la fête des travailleurs. Mais si on leur enlève ça, qu'est-ce que vous écrivez qu'il leur reste? Comme disait Jean-Michel, sincèrement, elle représente les travailleurs comme je vais pas continuer cette votons pour le syndicalisme de masse et obligeons tous les salariés à être syndiqués. Et là, on aura des syndicats représentatifs. Moi, je prêche cette idée depuis des années. Oui, mais là, le Cornu aurait pu avoir un tout petit peu de courage. Un tout petit peu. Parce que c'est quand même ça, le problème. Il n'aurait pas perdu le pouvoir avec une motion de censure, c'est pas vrai. Et le plus fou, c'est que Yael Braun-Pivet, qui avait le pouvoir de convoquer malgré tout cette commission mixte paritaire en accord avec Gérard Larcher. Gérard Larcher, il avait dit banco, puisqu'il avait la pression de Bruno Retailleau notamment. Elle pousse un coup de gueule hier matin sur RTL pour dire le gouvernement a fait n'importe quoi, le Parlement allait se mettre d'accord, etc. On ne court-circuite pas comme ça le Parlement. Et elle s'oppose finalement à la convocation de la commission mixte paritaire. Donc, quelle cohérence alors dans tout ça? C'est du dégoût. C'est du dégoût pour les Français, effectivement, devant ce spectacle politique affligeant. C'est-à-dire qu'à la fin, elle se range du côté du gouvernement. Parce qu'ils ont dû lui vendre... En fait, vous avez raison, ils n'avaient pas tant peur de la motion de censure. Ils avaient peur du mouvement social. On dit depuis le début de cette émission qu'il y a suffisamment de raisons pour un mouvement social. Ils avaient peur d'une convergence des luttes, qu'il y a un grand rassemblement contre travailler le 1er mai, mais surtout contre la hausse des carburants, de l'énergie, du gaz, des produits de première nécessité. Et c'est à mon avis ça qui leur a foutu les jetons plus que la censure du PS. Et vous verrez que le 1er mai, il y aura des manifestations, qu'elles seront fournies et qu'il y aura sans doute malheureusement des black blocs comme à chaque désormais 1er mai. Mais ça, c'est de l'action politique, c'est pas tellement comparable au comment dire les gilets jaunes, c'était vraiment populaire, c'est ça qui était spontané, complètement spontané au début. Là, sincèrement, contre le 1er mai, je vois pas les gens sortir dans la rue comme les gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était une France qui travaillait, c'est aussi pour ça qu'elle était révoltée. Que ça n'a pas duré aussi longtemps. Bien sûr. Et il me semble que le 1er mai tombe un vendredi. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est moins pratique pour le week-end, hein, pour les gens qui veulent manifester. Ma remarque fait un bœuf absolu. Non, mais les grandes manifestations. Ça va être un long week-end. Un long week-end. Mais les grandes manifestations se font aussi parfois le week-end parce que ça permet aux gens qui travaillent de se déplacer, de pouvoir aller manifester. Parce que quand, par exemple, mais c'est très intéressant, un boulanger, ça manifeste jamais, vous voyez. Un boulanger ne manifeste jamais. Un fleuriste, il ne manifeste pas non plus. Parce que, en fait, la boulangerie, elle est ouverte 6 jours sur 7. Et effectivement, il faut se lever très tôt le matin pour faire la baguette et faire tourner la boulangerie. Pour faire des émissions très tôt. On ne les voit pas dans les manifestations. On passe du droit à la paresse au devoir de paresse. Oui, c'est vrai. L'injonction à la paresse. Oui, c'est ça. Merci à tous. Gauthier, ce soir, 21h. Leur inter de 100% politique, évidemment, on va revenir sur tous les sujets internationaux. Visite du pape en Algérie, Trump et l'Iran, le Liban, et aussi, il faut évidemment penser au Liban, avec un reportage qu'on a diffusé ce matin dans le sud du Liban.